Je me présente, je m'appelle Fabien Balquet, je suis étudiant à l'ESP Lille-Nord-de-France sur le site de Douai. Je viens d'un cursus en psychologie dans lequel j'ai obtenu une maîtrise et au fil des années, je me suis beaucoup intéressé à l'esprit critique et il y a une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse qui me satisfasse et que je me pose depuis plusieurs années, qu'elle pourrait être formulée de la manière suivante: comment peut-on développer l'esprit critique de l'élève sans qu'il ne soit trop influencé par l'enseignant? C'est-à-dire, comment peut-on amener l'élève à développer un esprit critique sans qu'il s'imprègne de celui de son enseignant. De plus, nous aimerions vous demander s'il était possible que vous deveniez le parrain d'une opération que nous aimerions lancer sur le site de l'ESP, sur le site de Douai, qui s'appellerait les midis pédagogiques, dans lesquels les élèves auraient l'opportunité de poser des questions à des figures éminentes dans la pédagogie, afin de plus intégrer les étudiants à tous ces processus pédagogiques et toutes ces réflexions qu'ils doivent avoir en tant que futurs enseignants. Et nous aimerions lancer donc cette opération avec cette question, et vous serions reconnaissants si vous acceptiez d'être le parrain de cette opération. En vous remerciant. Merci Fabien, merci pour votre implication, merci pour votre proposition que j'accepte bien volontiers et que je trouve fort intéressante. Cette idée d'interaction à partir de vos lectures et de vos travaux sur un certain nombre de questions que vous vous posez est une idée tout à fait belle et féconde. J'espère que beaucoup de mes collègues se prêteront au jeu de questions-réponses et ainsi pourront à distance travailler régulièrement avec vous. Alors, s'agissant maintenant de la question précise que vous m'avez posée sur l'acquisition de l'esprit critique, c'est une question compliquée, difficile, parce qu'elle comporte un versant théorique, mais moi qui ai travaillé sur l'histoire de la pédagogie, je peux vous dire qu'elle comporte aussi des réalités psychologiques qui sont parfois un peu en contradiction avec ce que l'on dit sur le plan théorique. Je m'explique. Dans l'histoire de la pédagogie, on trouve évidemment de très nombreux grands pédagogues dont l'objectif est d'émanciper leurs élèves. L'objectif, c'est la liberté de l'élève. On trouve même un certain nombre de ces pédagogues qui prétendent abolir toute contrainte pour former la liberté. Mais je me suis souvent demandé si certains de ces pédagogues qui prétendent abolir la contrainte pour former la liberté, ne récupéraient pas en séduction une grande partie de ce qu'ils abandonnaient en contrainte. Et n'étaient pas finalement des personnages charismatiques qui faisaient fonctionner assez largement l'identification mimétique, alors qu'ils prétendaient émanciper ceux et celles à qui il s'adressait. Vous connaissez sans doute la célèbre injonction d'André Gide dans l'envoi des nourritures terrestres, quand André Gide dit « Nathanaël, jette mon livre, maintenant émancipe-toi, quitte-moi, considère que ma posture n'est qu'une posture parmi les autres ». Alors oui, quand André Gide dit cela à Nathanaël, je pense qu'il le croit authentiquement, qu'il croit qu'il faut que l'autre s'émancipe de lui, qu'il faut qu'il croit que l'autre le quitte. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a chez Gide, comme chez tout humain, quand il prêche l'émancipation à son égard, le secret espoir que cette émancipation soit en réalité une espèce de retour au maître, de reconnaissance du maître, et que le maître ainsi se trouve en quelque sorte promu, reconnu, et que son narcissisme en soit gratifié. Alors donc il y a, et c'est le premier aspect que je voulais développer en réponse à votre question, une vigilance personnelle à avoir. Vigilance personnelle par rapport effectivement à ce danger que vous avez si bien pointé. La pédagogie, cependant, n'est pas sans outils pour étayer cette vigilance personnelle.
Le premier outil, et c'est quelque chose que le philosophe Alain a développé dans ses propos sur l'éducation, le premier outil, c'est le rituel scolaire lui-même. Quand Alain explique qu'une classe, ça n'est pas un espace informel, que c'est un lieu qui finit à l'heure et qui commence à l'heure, que c'est un lieu qui délimite lui-même les bornes de l'influence que l'on exerce sur l'élève, il dit quelque chose d'assez juste. Au fond, dans la relation maître-disciple, il n'y a pas de temporalité, le disciple est en permanence assujetti au maître. Dans la classe, dit Alain, il n'y a pas un maître et des disciples, il y a un maître et des élèves. Et il y a la cloche qui marque le moment où les élèves sortent, se dégagent physiquement de l'emprise du maître. Mais bien évidemment, ces rituels scolaires, s'ils sont importants, ne sont pas suffisants, parce qu'on peut sortir de la classe au sens physique et y rester au sens psychique. C'est la raison pour laquelle je crois que l'apprentissage de l'esprit critique doit passer par la découverte d'autres références que la référence du maître. La découverte que le maître lui-même, dans ce qu'il dit, a eu des maîtres. La découverte que le maître s'est confronté à d'autres dont il n'a pas fait ses maîtres, mais qui avaient d'autres points de vue, d'autres représentations, d'autres idéologies que la sienne. Le maître a ce devoir d'ouvrir au-delà de lui-même, de se dévoiler, certes, et il ne peut pas ne pas le faire, puisqu'il s'engage dans son métier, mais de faire de la place à ceux qui n'ont pas la même sensibilité que lui, de faire de la place à ceux qui voient les choses autrement que lui, et cela dans son enseignement lui-même. C'est la raison pour laquelle je suis un partisan très acharné de l'introduction de l'histoire dans l'enseignement et de l'histoire des disciplines elles-mêmes. Je pense que quand on est professeur de physique et qu'on explique la différence entre Copernic et Galilée, pourquoi Copernic a pu continuer à expliquer que tout se passait comme si la Terre tournait autour du Soleil, mais que Galilée s'est trouvé confronté à la persécution, quand on enseigne Newton, quand on enseigne Einstein, quand on enseigne toutes ces théories, on ne doit pas les enseigner comme des vérités de toute éternité. On doit les enseigner dans l'histoire même des hommes, comme des éléments construits et construits dans des conflits. Je crois qu'il y a là une honnêteté fondamentale de tout enseignement qui consiste à présenter la connaissance, non pas comme une invention des auteurs de manuels scolaires et de programmes, mais comme quelque chose qui est apparu dans l'histoire des hommes pour résoudre des problèmes et qui a fait l'objet d'enjeux dans cette histoire des hommes, qui étaient des enjeux intellectuels, parfois des enjeux sociaux, parfois des enjeux politiques, mais qui ont souvent même fait l'objet de bagarres réelles entre des humains qui n'étaient pas d'accord entre eux. Ouvrir l'élève sur les désaccords intellectuels qui ont construit l'histoire des connaissances, me paraît un moyen de susciter l'esprit critique sans les assujettir au maître. Et puis, je développerai un autre élément qui me paraît extrêmement intéressant à prendre en compte en pédagogie, c'est le passage par la reformulation, le passage par l'intériorisation, et d'une certaine manière, l'accès à quelque chose qui est supérieur à la connaissance, qui est le fait de savoir qu'on sait. Savoir qu'on sait, c'est plus que savoir, parce que savoir qu'on sait, c'est comprendre comment on l'a appris, ce qu'on a appris, pouvoir le formuler, pouvoir l'utiliser librement, pouvoir aussi le transférer, mais pouvoir également le dévoyer, l'utiliser autrement que la manière dont on vous l'a appris.
cela nous renvoie à une question un peu complexe en pédagogie, mais qui est tout à fait essentielle et qui, à un moment de mon travail, a été tout à fait déterminante, qui est la question du transfert. Je me suis beaucoup intéressé à cette question du transfert des connaissances dans des disciplines comme les mathématiques, comme le français par exemple. Comment l'élève peut-il apprendre à transférer en dehors de l'école ce qu'il apprend à l'école? Parce que si ce qu'il apprend à l'école, ça ne lui sert qu'à l'école, c'est quand même beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Si ce qu'il apprend à l'école, ça n'est utile que pour valider une évaluation de fin de parcours, un examen, c'est là encore un peu ridicule. Il faut que ce qu'il apprend à l'école, il sache l'utiliser ailleurs. Et il sache l'utiliser à sa propre initiative, y compris dans des situations qui sont des situations qu'il n'a pas rencontrées à l'école. Prenons un exemple tout bête, le théorème de Pythagore que tous les élèves apprennent en géométrie en 4e. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Bon, si l'élève apprend ça en 4e, c'est le répéter, c'est résoudre un certain nombre d'exercices et de problèmes qui lui sont posés par son professeur de mathématiques. Bon, il passera en 3e et puis il aura le brevet des collèges. Mais l'objectif, il n'est pas que celui-là. L'objectif, il est aussi que l'élève sache faire appel au théorème de Pythagore face à des situations où apparemment, dans la vie, ce théorème n'est pas mobilisé ou mobilisable. Il faudra qu'il comprenne que c'est le théorème de Pythagore qui permet la triangulation et qui permet donc l'établissement des cartes. Il faudra peut-être qu'il imagine même qu'avec le théorème de Pythagore, quand on coule une dalle, on peut vérifier qu'elle est plate. Peut-être même qu'avec le théorème de Pythagore, il pourra apprendre à bricoler chez lui d'une manière plus efficace en utilisant la fameuse corde à nœuds que Pythagore avait dégotée chez les Égyptiens avec le fameux 3, 4, 5, 3 nœuds, 4 nœuds, 5 nœuds, le carré de 3 plus le carré de 4 égale le carré de 5, et ainsi de suite. Cela n'étant valable d'ailleurs que pour ces 3 chiffres, et quelques autres, mais essentiellement pour ces 3 chiffres, et tout cela étant un objet de débat mathématique encore aujourd'hui. Eh bien, je crois qu'il y a là un enjeu fondamental, transférer, apprendre à transférer. Et cet enjeu, il concerne l'acte pédagogique au quotidien. C'est-à-dire qu'il est essentiel que quand l'enseignant enseigne quelque chose, il ait le souci de permettre à l'élève d'utiliser ce qu'il a appris dans d'autres cadres, dans d'autres institutions, dans d'autres situations que là où il l'a appris. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis très partisan que tout élève non seulement aille à l'école, mais aussi participe à des associations, à des clubs, à toute une série de choses, d'institutions, où il pourra réutiliser autrement et à sa propre initiative des savoirs scolaires. Et cela me paraît réellement émancipateur. Et puis je conclurai par une perspective compliquée, mais essentielle, qui est la perspective fondatrice au fond de la laïcité. C'est celle que Ferdinand Buisson, le conseiller de Jules Ferry, et son directeur de l'enseignement scolaire de l'époque, mais aussi le coordinateur du grand dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, je conclurai par la manière dont Ferdinand Buisson définissait la laïcité. Il la définissait dans son caractère authentiquement émancipateur, disait-il, comme la capacité de séparer le savoir et le croire. En théorie, c'est facile. Le croire, c'est ce que nous spécifie chacun d'entre nous, et chacun peut croire à peu près ce qu'il veut. Je peux croire que je vais me réincarner dans une grenouille. C'est mon problème. Le savoir, lui, il est stabilisé. Je crois que je vais me réincarner dans une grenouille, mais je sais que 2 et 2 font 4. Ce qui caractérise le savoir, c'est qu'il est partageable. Et partageable par toutes et tous. C'est-à-dire que personne n'est exclu du partage du savoir. Alors que les croyances, je peux les partager avec quelques-uns,
mais je ne peux pas les imposer à toutes et à tous. C'est un point que j'ai redécouvert récemment chez un philosophe allemand qui s'appelle Fichte, qui distingue le moi. Le moi, c'est donc la conscience intentionnelle, hein, ce qu'il appelle le moi divisible, c'est-à-dire ce qui m'appartient à moi et que je peux partager avec les autres, un certain nombre de croyances. La croyance dans la réincarnation dans la grenouille serait serait partie prenante du moi divisible, et ce qu'il appelle le non-moi divisible. Le non-moi divisible, c'est ce qui n'est pas dans le moi, ce qui est dans l'objectalité extérieure à moi, et qui est partageable par toutes et tous. Partageable par toutes et tous. Et pour accéder à ce non-moi divisible, ce non-moi partageable, ces savoirs partageables, eh bien, il faut être animé par quelque chose qui est au cœur de l'intention même de l'école. C'est le désir d'aller toujours plus loin, dans le souci de précision, dans le souci de justesse, dans le souci de vérité. Et au fond, on a là peut-être, sinon la clé, du moins une des clés qui permet de répondre à votre question. Ce que l'enseignant transmet, c'est des savoirs, bien sûr, mais c'est d'abord l'exigence de précision, de justesse et de vérité. C'est cette exigence qu'il doit faire intérioriser par l'élève lui-même. Et vous voyez à quel point tout ceci a des conséquences pédagogiques très importantes. Je pense à une des conséquences majeures que cela a, c'est sur l'évaluation. On peut concevoir l'évaluation comme je donne un devoir, chacun fait ce qu'il peut, je mets une note, il y en a qui ont 17, d'autres qui ont 5, et puis chacun repart chez lui avec la note qu'il mérite. Est-ce que ça fait progresser l'exigence de chaque élève à l'égard de lui-même pour qu'il soit plus précis, plus juste, plus vrai? Non, pas vraiment. L'exigence progressera si, à l'élève qui a 5, je lui donne des conseils pour qu'il remette son travail en chantier et qu'il puisse aller à 7, à 8, à 9, à 10 et peut-être à 12 ou à 15. Et donc si, loin d'être dans une vision que le pédagogue brésilien Paulo Freire appelait une vision bancaire de l'enseignement, si on est dans une vision de partage de l'exigence de vérité avec nos élèves et de capacité de les faire adhérer à cette exigence. Et il y a là un principe fort. Alors, je n'ai pas de solution miracle à vous proposer, Fabien, pour cela. Je pressens que vous êtes un être très exigeant envers vous-même et envers les autres, et la question que vous posez en est le signe, en est le témoignage. Je pressens qu'à ce titre, vous êtes capable de faire partager cette exigence de précision, de justesse et de vérité à vos élèves pour qu'ils ressortent de classe toujours plus exigeants avec eux-mêmes. Mais je sais que cette perspective est toujours à remettre sur l'établi, qu'elle est toujours à retravailler, que ça n'est jamais acquis définitivement, et que, à cet égard, la formation initiale, mais aussi la formation continue, doivent être de précieux soutiens. Donc, je vous souhaite de continuer à vous former, parce que vous continuerez ainsi à pratiquer envers vous l'exigence de précision, de justesse et de vérité, et que vous n'en communiquerez que plus cette exigence à vos élèves. Un grand merci Philippe Mérieux au nom de tous les étudiants de l'ESPEI Île-Nord-de-France. Et peut-être par modestie, vous n'avez pas cité un livre qui répond de façon assez explicite à la question de Fabien, qui est Frankenstein pédagogue, qui me semble du sur-mesure pour cette question. Oui, mais on peut trouver une multitude de textes pédagogiques qui répondent à cette question. Alors, aucun n'y répond définitivement et d'une manière dogmatique, parce que la pédagogie n'est pas un dogme, elle n'est pas une succession de dogmes,
elle est une recherche à jamais inachevée. Et il y a quelque temps, au moment où j'ai pris ma retraite de l'université, mes collègues m'ont proposé un certain nombre de textes sur mon travail, que j'ai conclu dans un ouvrage qui s'intitule « Où vont les pédagogues ?» par un article qui répond à la question « Où vont les pédagogues ?» par une phrase que j'emprunte au philosophe Vladimir Yankelevitch, quelque part dans l'inachevé. Inachevé, c'est-à-dire quelque part vers une insatisfaction toujours renouvelée, parce que ceux qui sont satisfaits ou suffisants sont ceux qui s'arrêtent, sont ceux qui campent sur place, et sont ceux qui finalement, comme le disait Bachelard, parce qu'ils ne continuent pas d'apprendre, sont indignes d'enseigner. Voilà, mais vous, vous continuez d'apprendre, donc vous êtes digne et vous serez digne d'enseigner. Bon courage. Eh bien, que votre travail reste inachevé longtemps, Philippe Mérieux. Merci.